Rebonsoir. On constate que la salle s'est un peu vidée. Pourtant, on va parler du sujet que tout le monde adore, la régulation. Je vous propose de vous présenter tous les deux, même si je pense que la plupart des gens vous connaissent. Ça marche ? Bonsoir et merci d'être resté effectivement pour ce sujet très populaire qui est la réglementation. On a pu le comprendre un peu aujourd'hui dans les couloirs. Je me présente très rapidement, Faustine Fleuret, je suis présidente et directrice générale de l'Association pour le développement des actifs numériques, qui est une association professionnelle qui représente le secteur des cryptoactifs en France. William O'Rourke, avocat. J'ai cofondé un cabinet qui s'appelle Orwell Avocat, et qui est un cabinet en droit de nouvelles technologies qui accompagne en fait un grand nombre d'acteurs qui exercent des activités sur ce sujet et qui notamment les accompagne dans tout ce qui est réglementation financière et agrément auprès de l'autorité des marchés financiers. Donc on va rentrer dans le dur tout de suite. Alors ça fait à peu près 2 ans et demi que la loi Pacte existe. Les premiers PSAN ont été enregistrés il y a 1 an et demi aussi, à peu près. Quel est l'état des lieux en France depuis que nous avons cette régulation ? Alors, un état des lieux, un panorama. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui la réglementation française ? C'est des acteurs enregistrés, ce qu'on va appeler les PSAN, les prestataires de services sur actifs numériques, qui doivent l'être parce que c'est obligatoire du fait de l'existence de ce régime. Et aujourd'hui, c'est 22 entreprises. 22 entreprises qui ont cet enregistrement de PSAN et qui ont le droit de faire la conservation, de l'échange de cryptoactifs sur leur plateforme. Un autre pan de la réglementation française qu'on connaît un peu moins en général, c'est l'agrément, puisque c'est un volet optionnel en fait de la réglementation française, c'est-à-dire que si vous n'avez pas cet agrément, c'est pas grave, vous pouvez quand même exercer en France. Et aujourd'hui, en revanche, on n'a encore aucun acteur agréé en France. La raison principale, finalement, c'est que il fallait avoir des priorités en tant qu'entreprise et l'enregistrement étant obligatoire, les entreprises ont plutôt commencé par là que par l'agrément. Néanmoins, l'enregistrement est un très très gros travail, hein, c'est respecter la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, donc c'est pas une mince affaire et ça prend relativement du temps. Aussi, les instructions des régulateurs sur les dossiers sont relativement longs. C'est pour ça qu'on a eu une grande période où il n'y avait pas de PSAN enregistré. Et c'est encore le cas aujourd'hui. On va dire c'est 1 an entre le moment où vous posez un dossier et où vous êtes enregistré. Donc il faut s'y prendre un peu à l'avance, surtout qu'aujourd'hui, sans ça, vous n'avez pas le droit de fournir votre service. Donc voilà, tout c'est un ensemble de choses plutôt à connaître quand vous voulez vous lancer là-dedans, et il faut être plutôt bien accompagné en général. Peut-être juste pour compléter ce que tu viens de dire, Faustine, rappelez que en fait, cet enregistrement PSAN, il concerne aujourd'hui exclusivement quasiment ce qu'on appelle les normes de lutte contre le blanchiment, qui commencent par l'identification des clients. Et à mon avis, il y a 3 raisons à ça. Déjà, il y a des risques de blanchiment dans la crypto, mais ça, c'est un secret pour personne, même si ce n'est pas non plus l'enfer, comme ça peut être décrit parfois chez certains. Le deuxième point, c'est que c'est une priorité politique, tout simplement. C'est-à-dire que la lutte contre le blanchiment, c'est quelque chose qui, d'un point de vue sociétal et politique aujourd'hui, n'est pas négociable en France, vu le contexte, et également à l'étranger. Et le troisième point, c'est que c'est aussi une porte d'entrée pour la régulation. C'est-à-dire que depuis que le Bitcoin, notamment, et les cryptos sont devenus quelque chose de notable dans les sociétés, dans les secteurs économiques, c'est devenu, on va dire, la suite logique de ce succès, c'est la réglementation, qui est la conséquence et qui permet la démocratisation. Et là-dessus, en fait, il faut bien commencer par le commencement. Et le blanchiment, ça permet pour le régulateur de faire une cartographie du secteur, de récupérer beaucoup d'informations. Et après, et on va en parler, je pense, plus tard, mais après, il y a d'autres étapes dans la réglementation qui ont d'autres objectifs. Et là, en fait, il faut le prendre vraiment comme une première étape, quoi. Et comme, donc, par conséquent, la fin de la récréation aussi, quoi. Parce qu'on a connu quand même des années sans réglementation dans la crypto, quoi. Est-ce que ce cadre, on peut dire qu'il est positif ? Ça dépend pour qui. Je rigole. Oui, en fait, pour moi, la question ne se résume pas à ça, malheureusement. C'est-à-dire que, évidemment, que c'est une contrainte pour les acteurs. Et ça a un effet très concret pour vous, pour nous, c'est que ça crée des barrières à l'entrée. Une réglementation, c'est une marche à franchir, et ceux qui ne peuvent pas la franchir, et qui sont peut-être des personnes qui ont des très bonnes idées, qui auraient
probablement pu lancer des très beaux projets. Certains ne vont pas réussir à la franchir et donc ne vont pas avoir le droit d'exercer, vont être mis à l'écart. Ça, c'est l'aspect contra-innovation, j'ai envie de dire, de la réglementation. Après, vous pouvez pas non plus, enfin, on peut pas, et nous, en tant qu'avocats, en plus, on est bien placé pour le savoir, on accompagne beaucoup de victimes d'escroqueries, on accompagne beaucoup d'affaires sur des aspects fiscaux, des aspects pénaux, qui montrent que la crypto, nous, là, on est dans un environnement très sympa où tout le monde s'y connaît un peu et on est avec des gens bien, mais si vous voulez, il n'y a pas que ça, malheureusement. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas avoir une démocratisation du Bitcoin comme des cryptos sans une forme de réglementation. Et le combat, il est sur en fait, avoir une bonne réglementation, en fait, une réglementation qui est bien appliquée, et c'est le rôle notamment de la DAN, des régulateurs, etc. Et on le sait, beaucoup de startups ont encore du mal à avoir des relations bancaires malgré l'obtention du PSAN. Est-ce que c'est toujours quelque chose que vous constatez, qui s'aggrave? Quelles sont les solutions? Alors effectivement, c'est une situation, c'est plutôt l'inertie de ce côté-là, alors que l'un des objectifs notamment de l'instauration du régime PSAN, l'aspect positif pour les acteurs de s'enregistrer ou de s'agréer, c'était de bénéficier d'un droit d'accès au compte. Donc effectivement, normalement, en théorie, avec le régime PSAN, avec un enregistrement, un agrément, il n'y a normalement plus de soucis en allant voir une banque pour se voir ouvrir un compte bancaire. Donc ça, c'est la théorie, parce qu'effectivement, la pratique, on en est relativement loin. Je vous parlais tout à l'heure de la liste des 22 PSAN enregistrés. Sur ces 22, il n'y a qu'un seul acteur aujourd'hui qui a pu ouvrir un compte auprès d'une banque française. Donc on voit que malgré la mise en place de ce régime, et ce qui était effectivement l'élément positif pour les acteurs de se contraindre à ce régime relativement inédit, parce que dans les autres États européens, on n'a pas de régime vraiment équivalent. On n'a encore pas de réglementation européenne en vigueur. Donc l'avantage par rapport à ce désavantage, disons, comparatif de se soumettre à cette réglementation et les coûts que ça implique, c'était au moins de faciliter l'inclusion bancaire. Là, en l'occurrence, ce n'est toujours pas le cas. Et pourquoi il y a beaucoup de banques qui ne sont pas françaises, qui sont beaucoup plus ouvertes? Est-ce que c'est un problème qui est strictement français? Alors déjà, non, c'est pas un problème qui est strictement français. Après, la France, je pense qu'en fait, il y a plein de raisons. Il faut bien savoir qu'une banque a le droit de choisir son client. Ce que je trouve personnellement logique d'ailleurs. Et donc c'est pour ça qu'en fait, il y a cette barrière infranchissable aujourd'hui qui est ouvrir un compte en banque quand on fait des services crypto. C'est parce que les banques vous disent tout simplement non ou vous ferment vos comptes. Et en fait, le changement là-dessus, il sera très long parce qu'on pensait en effet, comme vient de le dire Faustine, que le PSAN allait permettre de régler la situation. En fait, non, ça suffit. C'est pas que ça suffit pas, mais c'est que les banques vont mettre du temps à changer. C'est des gros mammouths. En France, on a quand même des grosses banques, donc qui sont plutôt strictes. Il y a assez peu de concurrence. Il y a des zones géographiques dans le monde où il y a plus de concurrence, plus de prise de risque côté banquier. Je pense notamment aux États-Unis, avec leur architecture fédérale, etc. Mais clairement, le salut avec les banques, il passe par un changement qui est culturel, en fait, et on est bien placé aujourd'hui pour le voir, c'est qu'il faut que ça se démocratise, il faut que les gens trouvent ça normal, il faut qu'il y ait un renouvellement aussi générationnel dans les banques, parce que je pense que c'est aussi lié un peu à ça. Et bon, tout ça pour dire que là, à court terme, il n'y a pas trop d'espoir, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais ça tombe bien, on a le temps. Et plus globalement, quel est le niveau de pression auquel le Bitcoin est soumis en France? Vraiment en général, que ce soit pour les entreprises, les utilisateurs, qu'est-ce que vous diriez? Alors, le Bitcoin, c'est un actif numérique qualifié légalement comme tel, c'est-à-dire que si vous rendez un service sur le Bitcoin, vous devez être à minima enregistré, ce dont on parlait précédemment. Donc aujourd'hui, le Bitcoin est encadré, enfin les activités plutôt, ce serait plus juste, les activités sur le Bitcoin sont encadrées. Ensuite, c'est vrai qu'on parle de réglementation du Bitcoin aujourd'hui et quelle est la pression. Finalement, ça fait partie à la fois ce qu'on connaît au niveau français aujourd'hui, mais les débats qui sont en cours au niveau européen pour établir un cadre réglementaire. Le Bitcoin, finalement, est beaucoup moins sous pression que d'autres types de cryptoactifs sur lesquels les régulateurs connaissent moins et ont beaucoup plus peur, notamment les stablecoins. Et on le sait, l'annonce Libra par Facebook a fait beaucoup de mal à l'écosystème entier des stablecoins parce qu'en général, on assimile les stablecoins à Libra alors que pas du tout. Et donc, on a des volontés de réglementer les stablecoins très strictes aujourd'hui au niveau européen.
Tout ce qui va être actif, anonyme, privacy coins, également sont dans le viseur beaucoup plus des régulateurs que peut l'être le Bitcoin, jusqu'à interdire les prestataires de lister ou de l'accepter sur la plateforme. Et enfin, les security tokens, c'est-à-dire les instruments financiers qui sont émis et échangés sur la blockchain, comme ce sont des instruments financiers également légalement qualifiés comme tels, sont eux soumis à la réglementation financière, qui est un ensemble de textes relativement important et beaucoup plus impressionnant que le seul régime PSAN ou le futur texte qui va encadrer au niveau européen les cryptoactifs. Donc c'est à relativiser. Mais cette pression, faut quand même rappeler que le Bitcoin, donc, la pression est globalement forte si on compare avec ce qui est hors crypto. Vous arrivez, vous déposez un dossier PSAN à l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, ou l'autorité bancaire qui règle la lutte contre le blanchiment. Ils sont plutôt très stricts, parce qu'il y a des caractéristiques techniques et des origines, on va dire, philosophiques qui font peur. Enfin voilà, c'est quand même une monnaie décentralisée de cypherpunk, quoi. On n'est pas en train de vendre des fleurs, quoi. Et donc ça, c'est quand même un point qui logiquement amène à une certaine forme de pression. Après, il faut aussi, si je dois nuancer le propos, c'est que le PSAN reste un régime. Alors les boîtes qui l'obtiennent trouvent ça toujours trop dur, évidemment, mais ça reste aujourd'hui plutôt libéral comme régime. En réalité, ce sera beaucoup plus dur de l'avoir dans quelques années, et c'est beaucoup plus facile de devenir PSAN, par exemple, que de fournir des services de paiement. Donc voilà, en fait, il y a un espèce d'équilibre comme ça entre une pression qui est quand même assez forte et en même temps, en France, on a un régime qui a eu une vraie. Enfin, je sais que je vais probablement choquer des gens dans la salle en disant ça, mais il y a eu une vraie volonté d'innover en fait, en tout cas de pas trop brider l'innovation. Et personne n'ignore que le Bitcoin va devenir une monnaie légale au Salvador d'ici très peu de temps, c'est début septembre. Est-ce qu'on pourrait envisager la même chose en France ? J'aimerais pouvoir faire l'annonce. Non, il n'y a aucun risque. Franchement, vous pouvez vous rasseoir. Il n'y a aucun risque, je pense, là-dessus. Pour plein de raisons politiques. Pour moi, il n'y a aucun suspense. Après, je ne sais pas ce que tu en penses, Faustine. Oh, bah, c'est pas du tout dans les tuyaux déjà. Ensuite, la situation au Salvador et en France, en Europe, disons, est différente en zone euro, puisqu'on a pour le coup une monnaie à cours légal déjà qui est l'euro. Au Salvador, c'était pas le cas, donc la situation monétaire était différente. Et non, il n'est pas du tout discuté aujourd'hui que le Bitcoin ou autres cryptoactifs ne prennent cours légal à côté de l'euro. Juste pour préciser, en fait, le statut de monnaie légale, c'est qu'on peut payer nos impôts avec cette monnaie et personne ne peut nous refuser un paiement dans cette monnaie, c'est ça ? Exactement. Mais en France, de toute façon, déjà, le sujet ne se pose même pas parce que la monnaie légale, c'est l'euro et on n'a même pas la possibilité. Enfin, on pourrait en sortir, mais bon, ça amène d'autres projets politiques sur la table, quoi. Donc déjà, la question ne se pose pas. Je ne sais même pas si ce serait souhaitable en réalité. Enfin, moi, je regarde avec de l'intérêt ce qui se passe au Salvador, mais bon, c'est des pays, des régions et des situations incomparables. Et après, non, en France, pour moi, le sujet du Bitcoin, c'est qu'il faut qu'il y a des combats réglementaires à mener. Sur, encore une fois, une manière de bien réguler et surtout de bien comprendre et maîtriser les effets que peut avoir la réglementation sur le marché et sur la façon dont sont utilisées les crypto-monnaies, notamment pour ce qui est du paiement. Parce qu'aujourd'hui, la régulation française et la régulation mondiale qui se met en place traitent les crypto-monnaies comme de l'investissement, ce que plein de gens font, on ne va pas se mentir. Mais là, on est sur une conférence sur Lightning, on parle de paiement, et ça, aujourd'hui, la réglementation, elle n'est pas très adaptée à une utilisation de type paiement des crypto-monnaies, par exemple. Ça, c'est des combats que je trouve intéressants. De toute façon, sous nos cieux, si vous voulez, le Bitcoin ne va pas être ni autorisé ni interdit. Enfin, il est autorisé parce qu'il n'est pas interdit. Et voilà, quoi, je trouve ça finalement... enfin, voilà. Donc la situation est optimale. Non, elle n'est jamais optimale, sinon moi, je serais au chômage. Je ne pourrais pas être sponsor de l'événement. Non, elle n'est pas optimale, bien sûr, mais après, si vous voulez, il y a un mouvement mondial de réglementation des cryptos, et ce mouvement, il est encore une fois, il n'est pas illogique. Après, voilà, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses à améliorer, et enfin, c'est pour ça qu'il y a la DAN, c'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui. Mais après, je pense que voilà, ne pas vouloir de réglementation, c'est utopique. Et après, il y a une question enfin, c'est vraiment la dose qui fait le poison, quoi. Et après, il y a des questions aussi de compétitivité entre régions, quoi. Non, j'allais confirmer ce que tu disais. De toute façon, aller voir les décideurs en leur disant qu'il ne faut pas de réglementation du Bitcoin et des cryptoactifs, c'est utopique. Donc l'enjeu
c'est pas que c'est mal de réglementer, c'est de réglementer mal. Et c'est ce que l'on essaye de faire à la DAN, c'est de justement discuter avec les décideurs, les régulateurs, pour que la réglementation, elle soit équilibrée, elle soit adaptée, elle soit proportionnée. Équilibrée parce qu'on comprend l'intérêt de réglementer, pour la confiance, pour démocratiser, pour qu'il y ait plus d'utilisateurs qui aillent dessus, au-delà de nous aujourd'hui qui sommes déjà là-dedans, et donc il faut encourager l'innovation en même temps, donc avoir un niveau adapté de règles sans que ce soit bridant. Donc adapter, ça veut dire aussi se saisir des opportunités qu'offrent les technologies blockchain pour avoir un cadre réglementaire, disons, rationalisé, adapté, puisque aujourd'hui, il y a cette tentation que forcément les régulateurs ont au début, c'est de s'inspirer de ce qui existe, donc la réglementation financière, la réglementation sur les paiements, etc. Sauf qu'on a l'opportunité, grâce aux technologies blockchain, aux cryptoactifs, de faire quelque chose de moins lourd, mais de tout aussi efficace. Donc ça, c'est vraiment notre premier message. Notre second message, c'est que cette réglementation soit proportionnée, c'est-à-dire qu'on est sur une industrie relativement jeune encore, hein. Si le Bitcoin a à peu près 10 ans, forcément l'industrie tout autant. Donc on ne peut pas mettre des règles, des exigences aussi lourdes que sur des banques qui sont établies depuis des dizaines d'années. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de réglementer de façon adaptée, proportionnée, parce qu'il y aura, enfin il y a déjà, mais il y aura la réglementation de toute façon. Merci pour cet état des lieux français. Maintenant, j'aimerais qu'on dézoome un peu, qu'on regarde ce qui se passe en Europe. Est-ce qu'il y a des pays européens qui ont mis en œuvre une réglementation similaire à la nôtre, ou en tout cas qui ont vraiment bossé le sujet crypto? Oui, bien sûr. Alors après, avec des variations qui en disent long sur les pays, je trouve. C'est-à-dire que vous avez l'Angleterre qui s'est positionnée très tôt, très fort, qui a mis en place, voilà, typiquement, quand on parlait de comment bien réglementer. En Angleterre, ils ont mis en place un enregistrement temporaire pour les acteurs qui étaient en exercice, et ils l'ont étendu, ils n'arrêtent pas de l'étendre, donc ça fait quasiment 1 an et demi qu'en fait, que ces acteurs-là ont le droit d'exercer, sont sur une liste, donc c'est un gage de confiance quand même pour les clients et pour les partenaires, alors qu'en France, évidemment, on est un peu plus obtus ou carré. C'est-à-dire qu'il y a eu une deadline d'1 an, et au bout d'1 an, l'AMF, d'ailleurs ça avait fait un peu de bruit dans la communauté Bitcoin, avait envoyé des lettres aux acteurs qui étaient en cours d'enregistrement ou qui n'étaient pas encore enregistrés, en leur disant vous devez fermer la boutique. Ce qui est évidemment quelque chose de moi que je trouve, voilà, c'est très, on va dire, mécanique comme manière de faire. Donc voilà, ça c'est des combats qui sont intéressants. Vous avez l'Allemagne, évidemment, qui a mis en place pareil, un PSAN allemand, on va dire. En fait, aujourd'hui, la plupart des pays européens sont en train de le faire. Il y a la Hollande, le Luxembourg, le Danemark également. Après, voilà, il y a des pays à l'est et au sud, notamment, qui sont plus tardifs et le font de manière... Je pense par exemple à l'Espagne, qui n'a pas encore de PSAN, alors que je rappelle que les pays européens avaient jusqu'au mois de janvier 2020 pour le mettre en place, le régime. Donc ils sont un peu en retard, mais ils sont sympas quand même. Et voilà, donc en fait, on voit bien que aujourd'hui, c'est fait de manière désorganisée en Europe, et chaque pays a son PSAN, et vous devez vous enregistrer dans chaque pays si vous voulez. Demain, une boîte française veut faire de la publicité dans le métro de Madrid, par exemple, ou dans le métro de Londres. Elle devra s'enregistrer là-bas et recommencer une fois qu'elle sera en Allemagne. Et bon, là-dessus, il y a des projets de réglementation pour justement harmoniser tout ça, quoi. Est-ce qu'il peut y avoir un peu de distorsion de concurrence selon les pays? Alors, normalement, avec ce qui se construit au niveau européen et la mise en place de règlements, normalement, en tout cas au sein des États européens, l'application de la réglementation devrait être homogène entre tout le monde. Et effectivement, c'est ce que disait William, l'avantage quand cette réglementation européenne sera en place, c'est que vous n'aurez plus qu'à vous enregistrer auprès soit de l'AMF si vous êtes français, soit la BaFin, soit etc. Et que votre autorisation, elle sera valable sur tout l'espace économique européen. Juste aujourd'hui, oui, il y a un peu de distorsion. Après, c'est pas non plus flagrant parce que ça reste de la lutte contre le blanchiment, donc c'est un peu la même chose dans tous les pays. Mais c'est sûr que je pense que les obligations qui pèsent sur vous et déposer un dossier, c'est un peu plus simple en Estonie qu'à Paris. Mais ça, de toute façon, c'est un peu une loi de la nature, j'ai envie de dire. Et après, mais c'est pas quelque chose d'extrêmement flagrant. Et de toute façon, il faut se dire aussi que quand on devient un acteur régulé, de toute façon, on n'est pas en train de monter un projet avec des copains pour les 6 prochains mois. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui prend du temps, qui demande de l'investissement et dans lequel on se projette sur plusieurs années. Et en fait, on voit bien que le faire en France aujourd'hui, c'est pas forcément un mauvais calcul parce que la réglementation européenne sera au niveau de la France. Et voilà, donc au final, c'est pas un mauvais calcul forcément, quoi. Et vous l'abordiez un petit peu, donc cette future réglementation commune européenne qui s'appelle MiCA.
Donc comment elle sera mise en œuvre? À quoi ça va ressembler? Qu'est-ce que ça va changer en fait? Alors, ça a été fortement inspiré de ce qui existe en France aujourd'hui. MiCA, c'est un des volets de ce que va être la réglementation des cryptoactifs demain. Ça se veut réglementer tout ce qui va être actif non financier, donc notamment Bitcoin. Bitcoin rentrera là-dedans. Et bon, ce sera de façon très classique, à la fois encadrer ce qui va être l'émission de ces cryptoactifs, mais aussi l'échange. Parce que vous avez aussi un volet pour les actifs financiers où là c'est vraiment tout à fait différent. Autant MiCA, ça ce sera de la règle en dur, hein, donc il y aura des règles, il faudra respecter si vous êtes émetteur, prestataire. Ce qu'on est en train de faire au niveau européen sur ces security tokens, c'est de créer un espace d'expérimentation pour que les porteurs de projets sur Security Token puissent bénéficier d'exemptions à la réglementation financière. Parce qu'aujourd'hui, on sait que la réglementation financière en l'état pose des obstacles pour créer notamment du marché secondaire des plateformes d'échange de Security Token. Donc avec ce qu'on appelle ce régime pilote européen, vous pourrez être porteur de projet et voilà, vous exempter de certaines règles financières que vous devriez respecter sinon pour tester votre projet. Et enfin, on a un texte un peu tout nouveau qui date même 4 textes tout nouveaux qui datent de juillet sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Parce que certains acteurs sur les cryptoactifs sont déjà compris dans le cadre européen, mais ce qu'on voit depuis juillet, c'est une extension. Donc presque tous les prestataires, comme on les connaît en France, devront respecter la lutte contre le blanchiment. Et il y a des règles qui vont être un peu plus spécifiques aux cryptoactifs que l'on a aujourd'hui. En termes de calendrier, ce que je vous décris aujourd'hui, ça ne viendra pas demain. D'une part parce que c'est toujours en débat. Donc ce qu'on connaît, nous, à l'ADEN, ce qu'on voit passer comme projet de réglementation, ce ne sont pas les textes finaux, donc ça peut encore s'adapter. Et les débats sont relativement intenses, puisqu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels les régulateurs ont d'abord besoin de compréhension, hein, quand on leur parle de finances décentralisées, notamment quand ils ont commencé à penser à la réglementation, ils ne connaissaient pas forcément, et du coup, ils n'ont pas forcément mesuré les effets de bord de ce qu'ils ont écrit à l'époque. Donc ça prend beaucoup de temps. Donc la réglementation européenne des cryptos en vigueur 2023, je pense au plus tôt. Oui, peut-être pour compléter, en fait, MiCA, donc, qui va arriver voilà, 2023, peut-être 2024, ça va être plus sévère, plus exigeant. Ça va être un PSAN 2, quoi, quelque part, un super PSAN, parce qu'il y aura des obligations voilà, par exemple, de fonds propres, d'assurance, de prévention et conflits d'intérêts qui aujourd'hui ne sont pas applicables aux acteurs qui sont actuellement enregistrés comme SAN. Donc la marge va être plus haute. Donc on parlait de barrière à l'entrée, c'est-à-dire que la barrière va encore monter. Alors pour les PSAN existants, il y aura des passerelles, si vous voulez, ils pourront upgrader directement, mais pour les gens qui vont lancer un projet crypto dans 3 ans ou dans 4 ans, aujourd'hui il y a cette barrière du PSAN, demain la barrière va être 3 fois plus haute. Donc ça c'est plutôt, encore une fois, plutôt une mauvaise nouvelle pour l'innovation. Après par contre, on va vraiment avoir un marché unique européen. C'est vraiment unique, ça vous serez enregistré à Paris, vous pourrez faire de la publicité dans le métro estonien et vice-versa. Ce qui donc devrait logiquement, d'un point de vue économique, et ça aura un effet pour les crypto-épargnants français ou estoniens d'ailleurs, c'est qu'en fait, il va y avoir à mon avis une concurrence accrue entre les acteurs européens, une sorte de course à l'armement et probablement des rachats, des fusions. Enfin moi c'est comme ça que je l'imagine. Parce que, voilà, encore une fois, je sais pas, une société comme Bitpanda, par exemple, qui est déjà un peu en place et un peu grosse, elle pourra vraiment, au lieu de s'enregistrer à Paris, puis dans tel pays, elle pourra directement faire des campagnes européennes, etc. Donc ça va accroître probablement la concurrence, probablement concentrer le marché. Voilà, bon, après, est-ce que c'est pour les gens qui veulent acheter du Bitcoin, je ne sais pas si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle, mais en tout cas, c'est une nouvelle. Mais bon, mais voilà, ça va participer à ce mouvement-là, je pense. Et est-ce que ça ne va pas aussi restreindre l'accès des géants étrangers, type Binance et compagnie? Non, mais ils s'adaptent. Hein. Enfin, l'argent permet d'acheter pas mal de choses. Non, je pense qu'ils vont créer des filiales. En fait, ils vont être obligés d'avoir un pied. C'est sûr que pour un acteur comme Binance, qui aujourd'hui a cette caractéristique assez magique d'être un peu nulle part, ça va s'arrêter. La réglementation va avoir ça comme effet, c'est qu'ils vont devoir être quelque part en Europe. Et donc d'être régulés, donc de faire de la lutte contre le blanchiment, collaborer avec le fisc, etc. etc. Donc les gros acteurs, moi je m'en fais pas pour eux. Hein. Ça va être comme Facebook ou Google, ils ont tous des bureaux quelque part dans l'Union européenne, en Irlande, à Paris ou en Allemagne, et puis ils pourront targeter le marché européen, quoi. Et très rapidement sur les stablecoins,
J'ai entendu que dans cette nouvelle Europe, il faudrait que les stablecoins soient encadrés un peu comme les banques sont encadrées. Est-ce que du coup, ça veut dire que le Tether, on ne pourra plus l'utiliser en Europe? Alors, ce qui est réfléchi au niveau européen, effectivement, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est parce qu'on a beaucoup l'IBRA en tête dans les débats réglementaires au niveau des institutions européennes, c'est que pour émettre votre stablecoin, il faudrait que vous soyez soit établissement de crédit, soit établissement de monnaie électronique. Et donc, le package de règles qui est associé à l'obtention de ce statut est relativement lourd. Donc c'est effectivement ce qui se profile. Bon, rien n'est encore figé, comme je vous le disais. Pour nous, le principal écueil de ce qui est en train d'être préparé au niveau européen, c'est plutôt que tout ce qui va être stablecoin décentralisé, où justement on n'a pas d'émetteur réellement identifié, je pense par exemple au DAI, ça pour l'instant, en l'état, ça pourrait se voir totalement interdit. Et l'ensemble finalement de ce qui est application décentralisée. Donc c'est vraiment plutôt là aujourd'hui que le bas blesse et que l'on essaye de rectifier le tir au niveau des débats. Et quand on dit interdit, c'est juste que les courtiers et les plateformes d'échange ne pourront plus le lister. Ça veut dire ça, interdit? Que vous ne pourrez plus les mettre, effectivement, que vous ne pourrez plus lister et rendre aucun des services, même de conservation, d'échange, de conseil dessus, de gestion, vous ne pourrez pas le mettre dans un portefeuille d'actifs numériques. Donc tout ce qui va être service, défini service sur actifs numériques, un peu NOPSAN finalement, vous ne pourrez pas le faire sur ces actifs interdits, dont les stablecoins du coup décentralisés. D'accord. Et dans cette nouvelle réglementation, Bitcoin n'a pas vraiment de souci à se faire en lui-même? Non, non, mais de toute façon, Bitcoin n'a pas de souci à se faire en général. Je m'en fais pas pour Bitcoin, mais non, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de toute façon, là, on est à la fin d'une époque. C'est-à-dire qu'il y a eu l'époque pionnière, Far West, et là, en fait, la réglementation, donc cette époque, elle prend fin parce que déjà, c'est pas la réglementation, c'est qu'il y a une démocratisation. Et si vous voulez, quand on passe de 10 000 personnes qui ont du Bitcoin en France à 3 millions, c'est évident que les règles changent. Parce qu'il n'y a plus ce lien interpersonnel, on n'est plus entre connaisseurs, etc. En fait, on se retrouve. Enfin, on voit bien d'ailleurs sur les réseaux sociaux qu'aujourd'hui, c'est devenu. Enfin voilà, il y a des nouveaux venus qui ont besoin, à mon sens, d'être un peu protégés en tout cas. Et en fait, cette réglementation, elle est contagieuse. C'est-à-dire que c'est pas évidemment. Aujourd'hui, vous avez des acteurs offshore qui arrivent à vendre leurs services en France, etc. Ou voir des acteurs français qui parfois sont pas forcément 100% dans les clous et ça passe parce qu'ils sont sous les radars. Demain, vous allez avoir des secteurs comme la finance traditionnelle, très régulés. Et il y aura ces gens-là, ces projets-là, qui adresseront le mass market, quoi. Et après, il y aura probablement des projets offshore, mais qui seront totalement offshore, comme aujourd'hui. Voilà, si vous voulez faire une partie de poker en crypto, vous trouvez des sites qui sont immatriculés aux Seychelles, et puis vous pouvez y accéder, mais bon, il faut prendre un VPN. Voilà, mais l'important, c'est que ces projets-là auront quand même un accès de plus en plus compliqué au marché européen, quoi. Et Bitcoin, je m'en fais pas pour Bitcoin. Et j'ai une dernière question. Aux États-Unis, il y a un paquet de lois qui s'appelle Infrastructure Bill qui est en train de passer. Et dans ce paquet de lois, il y a quelque chose qui concerne les cryptos. Et disons que énormément d'entreprises liées aux cryptos devront faire beaucoup de reporting au fisc. Donc ça devrait, disons, poser un problème pour le développement de l'écosystème là-bas. Est-ce que c'est une chance pour l'Europe, ce qui se passe aux États-Unis? Honnêtement, je pense que c'est relativement neutre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette loi. En fait, c'est l'approche qui est différente. Et elle en dit long, encore une fois, sur probablement l'avenir de la crypto. C'est qu'en France et en Europe, les cryptos, c'est vu comme un risque. On réglemente avec de la LCBFT, avec un petit chantage à l'attentat terroriste pour que ça passe et qu'il n'y ait pas trop de contradictions qui viennent de la DAN. Et si à la fin, vous avez un régime PSAN qui n'est pas terrible, enfin qui n'est pas terrible dans le sens qui n'est pas horrible. Voilà, les régulateurs s'y connaissent, ils sont formés maintenant, etc. Et les projets passent. Aux États-Unis, ce qui m'a frappé, c'est que en fait, l'infrastructure bill, les cryptos d'infrastructure bill, c'est un tout petit chapitre qui vise à faire du reporting fiscal pour financer le plan de relance. Donc eux, ils voient vraiment la crypto comme une source de revenus, comme une puissance économique en devenir. Et je trouve que cette approche-là, elle en dit long quand même sur le premier texte fédéral à qualifier ce que c'est qu'un broker en crypto, c'est ça, quoi. C'est en gros, vous faites de l'argent, vous réussissez, vous allez redonner une part en gros à la société, si on doit tenir ce genre de discours. Et après, voilà, après c'est le show à l'américaine, il y a Ted Cruz, il y a tout le monde, enfin c'est magique, quoi. Mais je trouve que ça, c'est quelque chose encore une fois, de culturellement intéressant. Mais ce qui veut dire que peut-être qu'ils ont mieux compris que nous en France et en Europe, c'est que
l'industrie des cryptoactifs, c'est un terreau de croissance, d'emploi, de revenus. Et donc, d'où cette approche. Alors nous, on a plutôt une approche protection d'usagers qui est bien aussi, hein, mais parce qu'on a peut-être moins cette vision long terme des opportunités de développer les cryptoactifs, que ça intègre la finance, que ça fasse partie de la transformation numérique de notre économie et de finances. Donc peut-être que ça explique ces différentes approches. Et donc simplement pour conclure, on a beaucoup parlé de réglementation et est-ce que c'est une chance pour l'Europe, cette infrastructure BIL, mais l'Europe a besoin de beaucoup d'autres choses, dont cette vision à long terme et beaucoup. Et du coup, aujourd'hui et demain, y concourt, mais beaucoup de démocratisation des cryptoactifs, beaucoup de déconstruction des préjugés, des idées reçues, parce que c'est ça dont les décideurs ont besoin pour comprendre ces opportunités, comprendre que ça ne sert à rien de surréglementer et permettre le développement de cette industrie européenne et française compétitive demain. Merci beaucoup. Juste pour finir sur une note positive, quand même, c'est qu'on parle beaucoup de réglementation et que ça ne va pas, etc. Mais moi, je reste quand même très positif pour la crypto. Parce qu'encore une fois, culturellement et de manière générationnelle, c'est un combat qui peut se gagner, quoi, et qui se gagnera en France, en Europe, comme aux États-Unis, si vous voulez. Et sur la réglementation, en tant qu'avocat, je suis bien passé pour le savoir, c'est quand même assez secondaire finalement. C'est-à-dire que c'est là pour accompagner quelque chose qui se passe dans la société, c'est pas la réglementation qui forge la société, quoi. Débat philosophique de droit, vous avez 3 heures. Merci beaucoup. Je crois que si vous voulez approfondir, vous avez écrit un livre, je crois. Hein. Comment s'appelle-t-il ? Très sobrement, droit des cryptoactifs et de la blockchain. Parfait. Donc si vous voulez creuser, vous savez où aller. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour cette page de pub. Ça fera 2 bitcoins.